Bien, merci. Mesdames, Messieurs et chers collègues, je vais donc vous parler de gènes un peu particuliers, qui sont les gènes mobiles, ou transposons. Et pour ce faire, je voudrais tout de suite, ajouter à cette figure tutélaire à laquelle nous rendons hommage dans ce colloque, une autre, ce qui va permettre de rétablir le sexe ratio des scientifiques d'exception, et ça va me permettre aussi d'introduire le sujet. C'est la photo de Barbara McClintock, généticienne américaine qui a eu le prix Nobel en 1983 et qui, suite à ses travaux sur la génétique du maïs et de ses mutations particulières, qui l'ont amené en fait à postuler que les mutations fréquentes, à la fois germinales et somatiques, et souvent instables, observées au niveau de la pigmentation, par exemple, des grains de maïs, étaient dues à des éléments qu'elle a appelés jumping genes, c'est-à-dire des éléments génétiques mobiles, ou encore appelés transposons. Il est amusant, en fait, de penser que, tout comme dans le cas de Mendel, où la génétique moléculaire, en fait, a donné un substratum extrêmement fort à ces concepts générés à partir d'observations de génétique pure, il est amusant de penser que la génétique moléculaire aussi a donné entièrement raison à Barbara McClintock, et c'est amusant de noter, ce que j'ai indiqué ici, qu'une des mutations, un des caractères favoris de Mendel, à savoir le poids lisse et le poids ridé, que tous les étudiants de collège connaissent, est en fait précisément dû, pour la mutation poiridée, à l'insertion d'un élément transposable dans le gène qui code pour une enzyme dans la voie de synthèse de l'amidon. Alors, où trouve-t-on en fait les transposons? On en trouve partout. Des prokaryotes à l'homme. Tout ce qui est coloré, en fait, tout ce qui est coloré représente des éléments transposables. Donc vous voyez que c'est une proportion énorme du génome, dans certaines plantes en particulier. Cette proportion peut atteindre plus de 75%. Et chez les mammifères, hommes, souris, etc., on observe en fait trois grandes classes d'éléments transposables qui s'appellent LTR, line et sign, qui constituent plus de 40% du génome de l'homme, par exemple. Alors, à quoi ces éléments ressemblent? Eh bien, voici ici la structure telle que la biologie moléculaire les a identifiés. Les éléments line ici sont des grandes séquences de quelques 5 à 7 kilobases. Les éléments sign sont tout petits, 300 paires de bases à peine pour les séquences ALU, par exemple, chez l'homme. Et puis une autre les classes des éléments mobiles de type LTR ressemblent incroyablement, en fait, au rétrovirus, et on va revenir là-dessus tout de suite. Alors, est-ce qu'ils ont en commun aussi, en tout cas pour les line et les LTR rétrotransposons, c'est un gène, Pol ou ORF2, qui code en fait pour une reverse transcriptase, ce qui est une enzyme très importante, puisqu'elle est capable en fait de reverse transcrire l'ARN en ADN. Et ces éléments mobiles sont appelés des rétroéléments, puisqu'en fait ils transposent par un mécanisme de copier-coller en quelque sorte, avec l'élément donneur qui va être transcrit, qui va générer un ARN correspondant, et cet ARN va être reverse transcrit en ADN complémentaire par l'enzyme codée par le rétroélément, qui va aller s'intégrer dans un autre locus du génome et générer donc une nouvelle copie d'éléments. D'où effectivement, vous pouvez concevoir que leur nombre va être extrêmement élevé. C'est quelques centaines de milliers de copies pour les lines, plus de 1 million pour les ALU et quelques dizaines, voire centaines de milliers de copies pour les séquences LTR. Alors, la démonstration de ce mécanisme de transposition par rétrotransposition et leur étude a été rendue possible par la mise au point de systèmes de détection, d'outils en fait, qui permettent de ne pas faire au sens strict de la génétique des phénotypes, qui est un système qui a été appelé un gène indicateur de rétrotransposition, en fait, qui est inséré dans un élément mobile dont on veut regarder comment il transpose. En gros, c'est un gène marqueur interrompu par un intron, et qui bloque donc l'expression du gène marqueur. Si la transposition se fait par un intermédiaire ARN et sa reverse transcription, l'intron va sauter, et dans la forme transposée, l'élément marqueur sera actif, et donc la transposition elle-même identifiable, indépendamment de toute éventuelle mutation phénotypique que son insertion pourrait créer dans le génome.
les lines qui sont des éléments les plus simples qu'on puisse trouver et qui sont extrêmement nombreux dans le génome, en fait, transposent par ce mécanisme, par un mécanisme, je ne vais pas entrer dans le détail parce que c'est un petit peu, c'est peut-être hors sujet. C'est un mécanisme donc dans lequel l'élément line génomique est transcrit, reverse transcrit par l'enzyme codée par cet élément, et reverse transcrit d'une manière un peu particulière parce que c'est une reverse transcription in situ, en fait, au site même où l'élément va être inséré. Il n'y a pas une formation d'un cDNA avant, c'est reverse transcrit in situ au niveau d'une cassure, d'une coupure du site cible. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en fait, il a pu être montré, en particulier dans le laboratoire, que les lines sont capables de prendre en charge, et c'est elles qui prennent en charge, en fait, les ALU, les séquences SINE. Les lines, c'est la machinerie enzymatique des lines qui fait transposer les séquences ALU avec une efficacité assez bonne, simplement au moins 10% d'efficacité de la rétrotransposition en 6 de la machinerie line sur les transcrits line. Et ce qui a pu être montré aussi, c'est que la machinerie des lines est capable de prendre en charge n'importe quel ARN messager, finalement, et générer ainsi ce qu'on appelle des pseudogènes processés qui, comme vous le savez, peuplent nos génomes. Ce sont en fait la copie cDNA de transcrits de nos gènes à un tronc. Et ces séquences, en général, ne sont pas exprimées parce que dans la retranscription, elles perdent le promoteur qui ne fait pas partie du transcrit. Alors, revenons maintenant aux éléments, aux rétrotransposons ALTR. Ils sont très proches des rétrovirus, et je vais prendre une ou deux diapos pour rappeler ce que c'est qu'un rétrovirus. Un rétrovirus, c'est une particule qui contient, en fait, le génome viral sous forme d'une molécule d'ARN qui est encapsidée dans un système, dans une particule d'une centaine de nanomètres, qui a à sa surface une protéine d'enveloppe qui va permettre en fait à ce virus d'entrer dans une cellule par la reconnaissance de l'enveloppe avec un récepteur sur la cellule qui va faire fusionner et entrer la structure. Il y a plusieurs gènes, des gènes de structure de la particule, le gène d'enveloppe sur lequel on reviendra à la fin du topo, et, c'est très important, des enzymes, dont la reverse transcriptase, la fameuse reverse transcriptase, qui est fondamentale pour le cycle rétroviral, et l'intégrase. Alors, le cycle réplicatif d'un rétrovirus, c'est tout simple. Donc, d'une certaine façon, le virus entre par fusion de sa membrane avec la membrane de la cellule dans la cellule. L'ARN génomique est libéré, reverse transcrit en cDNA double brin par la reverse transcriptase de l'élément, et intégré de manière efficace et très précise par l'intégrase aussi embarquée et codée par la structure dans le chromosome hôte. À ce moment-là, la séquence qu'on appelle un provirus est un vrai gène, est devenu un vrai gène de la cellule, un nouveau gène en quelque sorte qui comme tel sera transcrit, etc., et fera à nouveau des nouvelles particules, et c'est ça le cycle rétroviral. Alors, comment se fait-il qu'on trouve dans nos génomes des éléments de ce type? C'est assez simple au fond. En général, un rétrovirus infectieux, que ce soit HIV ou n'importe quel rétrovirus infectieux des animaux, infecte les cellules somatiques, c'est-à-dire les cellules du sang en général, et ces cellules infectées vont produire du virus qui va éventuellement se transmettre de manière horizontale entre les espèces, mais avec une fréquence relativement rare, il se peut que les particules virales infectent les cellules de la lignée germinale de la personne infectée, auquel cas, cette infection va conduire une intégration du rétrovirus sous la forme d'un provirus qui éventuellement donc, sera transmis à la descendance comme un gène. Et c'est ça ce qu'on appelle le processus d'endogénéisation de rétrovirus infectieux sous forme de rétrovirus endogène. Alors, l'endogénisation, ce n'est pas simplement une vieille histoire, en fait. C'est un processus qui intervient tout le temps et qu'on peut même mettre en évidence dans certaines espèces animales aujourd'hui, par exemple, dans les marsupiaux comme le koala. Je ne vais pas entrer en détail, mais le koala est actuellement en train d'être infecté par un rétrovirus leucémogène qui est très prévalent dans cette partie de l'Australie et qui, en fait, est en train de s'endogénéiser dans des espèces de koalas, et avec encore quelques îlots de résistance, en quelque sorte, où le virus n'est pas endogène, mais est simplement présent dans certaines cellules du sang lorsque ces virus ont infecté de manière somatique. Et on peut assister au cours des années qui passent à une augmentation du nombre de copies et à l'endogénisation de ces séquences en live, en quelque sorte, dans ces génomes, dans ces espèces animales. Alors, un pas de plus dans la capture en fait, des séquences rétrovirales, c'est la transformation du cycle réplicatif d'un rétrovirus infectieux en quelque chose de strictement intracellulaire qui, en fait, confère sans doute un avantage à l'élément transposable en question
et constitue une sorte de commensalisme efficace. La transition, en fait, est une transition entre un virus qui infecte, qui fait un virus endogène, qui s'intègre, qui va se mettre à faire des particules qui vont éventuellement réinfecter les cellules germinales, ce qui explique que le nombre de copies de ces séquences augmente. Mais il arrive et que des mutations interviennent au niveau de la séquence de ces éléments, qui en fait changent leur adressage et fait que cet élément n'est plus adressé à la membrane de la cellule, mais reste dans le cytoplasme. Donc la structure mute de telle manière à devenir strictement intracellulaire et un certain nombre de rétrotransposons, effectivement, sont maintenant strictement intracellulaires, ce qui probablement d'ailleurs est une façon pour eux d'augmenter leur efficacité de transposition parce que étant à l'intérieur de la cellule, d'abord ils restent concentrés, ils ne se dispersent pas en sortant de la cellule, ils n'ont pas à réinfecter la cellule et donc l'efficacité de transposition est très augmentée. En fait, on a pu le montrer directement en faisant, mais je vais passer rapidement parce que le temps est court, on a pu faire passer en fait, on a pu récapituler d'une certaine façon l'évolution dans le laboratoire en transformant un rétrovirus qui a un cycle extracellulaire en un rétrovirus qui a un cycle strictement intracellulaire qui se met à transposer intracellulairement à forte fréquence et qui effectivement est un rétrotransposon dépourvu d'enveloppe. On peut faire le chemin inverse, mais je n'entre pas dans le détail. Et j'en viens tout de suite à un point quand même fondamental dans l'histoire des rétroéléments et des éléments transposables en général, en fait. Vous comprenez bien que les éléments transposables sont des mutagènes d'insertion extrêmement puissants, en principe, et donc leur expression et leur mobilité doit être régulée extrêmement sévèrement, d'une certaine façon. Alors, il y a toute une série de mécanismes qui ont été mis au point par la nature, en quelque sorte. Je ne vais pas entrer en détail, mais il faut faire un petit peu quand même un état des lieux dans ce type de conférence, et je vais simplement illustrer quelques points, très rapidement. Le contrôle majeur des éléments transposables, c'est la méthylation, en fait. C'est la méthylation des séquences. Les éléments transposables sont fortement méthylés et à cette méthylation de l'ADN s'ajoutent des modifications des histones qui permettent de maintenir cet état réprimé des éléments transposables. Une illustration très très simple de ce contrôle par méthylation a été établie via des souris knockout pour la DNA méthyltransférase, qui est une enzyme donc, qui méthyle l'ADN, qui est là pour méthyler l'ADN. C'est une mutation qui est homozygote létale, en fait, mais si on croise deux hétérozygotes, on obtient des embryons qui ne vivent pas très longtemps, mais sur lesquels on peut quand même faire quelques expériences. Et ce que vous voyez ici, c'est en fait une hybridation in situ des séquences des rétrovirus endogènes IAP de la souris. Et vous voyez que la souris s'allume complètement pour l'expression des IAP, ce qu'on voit ici d'ailleurs en Northern, une énorme expression des IAP, associée à un énorme burst de transposition de ces séquences dans l'embryon, qui possiblement, en fait, est responsable de la mort de l'embryon, en réalité. Les mêmes phénomènes interviennent dans la drosophile, où ces phénomènes ont pu être aussi caractérisés. Alors, les contrôles sont de différents ordres. Il y a des contrôles par ce qu'on appelle des facteurs de restriction, qui, en général, n'ont rien à voir, qui ne sont pas d'origine rétrovirale. Ces facteurs de restriction, vous en connaissez plein, ils agissent à différents niveaux dans un cycle réplicatif de rétrovirus ou de rétrovirus endogène. Les facteurs TRIM, MOV, Tesrin. ApoBec est une enzyme bien connue aussi, c'est une cytidine-déaminase qui introduit des mutations dans le cycle réplicatif dans un virus en altérant les bases. Et en fait, ce qui est amusant, c'est que ces facteurs de restriction ont initialement été identifiés en fait, comme des facteurs qui ont un effet sur les rétrovirus infectieux d'aujourd'hui, et essentiellement sur HIV. En fait, c'est les HIVologues, en quelque sorte, qui ont découvert ces facteurs de restriction. Et ce qui a pu être montré après, et c'est ce qu'on a fait d'ailleurs dans le cas de ApoBec, c'est que ces facteurs de restriction, en fait, agissent et possiblement ont été mis au point par la nature dans l'évolution contre les rétrovirus endogènes qu'il réprime. Donc probablement, tous ces facteurs de restriction ont émergé au moment où les rétrovirus endogènes sont entrés dans les génomes et sont encore utilisés aujourd'hui par les virus infectieux. Une autre série de facteurs tout à fait importants sont des facteurs, cette fois-ci, de contrôle qui sont d'origine rétrovirale. Alors ça, c'est tout à fait particulier. En fait, un certain nombre de facteurs de restriction, par exemple les facteurs, certains d'entre vous connaissent peut-être les facteurs FV1, les facteurs FV4, etc., sont des produits
de rétrovirus endogène. Dans le cas de FV1, c'est le produit de gag d'un virus endogène de souris. FV4, c'est la protéine d'enveloppe d'un rétrovirus endogène. Et ces protéines, en fait, sont capables d'empêcher, de réprimer la transposition de ces éléments. Dans le cas d'une enveloppe, par exemple, endogène, elle va simplement bloquer le récepteur et empêcher la réinfection. Dans le cas des protéines de type GAG, ça va simplement perturber la particule intracellulaire et empêcher sa décapsidation et sa rétranscription. Alors, il y a un troisième type de répression qui est extrêmement important, c'est les mécanismes qui font intervenir l'ARN interférence et qui est médié, en fait, qui produit une inhibition de la transcription et de la translation, de traduction, pardon, et qui en fait peut être médié tout simplement par des petits bouts de copies ancestrales de ces éléments mobiles qui, lorsqu'ils s'expriment, vont produire des ARN un peu aberrants, qui vont générer des petits ARN interférents et bloquer la réplication des séquences endogènes. C'est une sorte... Tous ces mécanismes, en fait, constituent en fait une sorte de ce qu'on peut appeler une vaccination génétique de la mobilité des éléments transposables, des éléments rétroviraux, par des reliquats, en fait, d'infections anciennes. Donc, les infections anciennes laissent des traces, des petits bouts de séquences qui font des ARN interférents, certaines protéines qui entrent en compétition, ou qui font des dominants négatifs, et tout ça contribue au contrôle des cellules d'aujourd'hui. Alors, l'impact sur les fonctions des génomes, bon, évidemment, le premier point, vous le savez, c'est les mutations. Alors, je vais passer très rapidement parce que 5 minutes, c'est peu. Mutations, alors les mutations, vous savez tous ça, ça fait des mutations de différentes façons. L'insertion, un élément transposable peut casser un exon, peut introduire un signal de polyadénylation, peut altérer le splicing et conduire à l'exon skipping, et peut aussi entrer dans la constitution d'un transcript baroque, chimère en fait, en altérant encore une fois le splicing. Bon, tout ça c'est assez classique. Un autre effet tout à fait important, c'est ce qu'on appelle les effets enhancer. Les éléments transposables et les rétrotransposants en particulier ont des promoteurs et comme tels des enhancers qui sont capables en fait de driver en fait l'expression des gènes auprès desquels ils s'insèrent. Et ça c'est très important. Et par exemple, plus de 10 000 transcrits chez l'homme ont été démontrés être promus par des séquences de type rétrovirus endogène qui ont apporté le concours de leurs enhancers ou même dans certains cas de leurs promoteurs pour l'expression. Un autre point tout à fait important aussi qu'il faut bien garder en tête, c'est la constitution par ces séquences répétées, qui sont souvent des familles très très grandes, de plusieurs milliers de copies. Ces séquences répétées qui sont donc dispersées dans le génome vont pouvoir en fait disperser des séquences de régulation et générer des réseaux d'expression. C'est-à-dire que c'est la dispersion de séquences identiques entre elles, puisque au sein d'une famille, les éléments sont identiques entre elles, va en quelque sorte pouvoir coordonner l'expression en réseau, d'une certaine façon, d'un certain nombre de gènes. Et là, il y a des exemples. Ça, c'est un des points qui sont très étudiés en ce moment. Et en particulier, un papier récent de Chong et Fechot qui montre en fait qu'un certain rétrovirus endogène, notre 41, qui porte dans son LTR un élément de contrôle par l'interféron gamma, a dispersé en fait cet élément de contrôle par interféron gamma au sein du génome et permet l'activation simultanée d'un certain nombre de gènes impliqués dans la réponse à l'inflammation. Alors, l'impact sur la fonction, sur les génomes, c'est la capture des phases de lecture verte pour un rôle physiologique, et c'est ce que je voudrais décrire aussi rapidement que possible, vu le temps qui m'est imparti, qui me reste. Si on regarde le génome humain, il y a un certain nombre de séquences de gènes d'enveloppe qui sont entièrement codantes, et parmi celles-ci, il y en a deux qui sont très importantes, qui ont été appelées syncytine 1 et syncytine 2, qui sont en fait des gènes d'enveloppe de virus, et donc qui, comme tels, en fait, sont physiogènes. C'est-à-dire que l'enveloppe ici schématisée sur le virus va faire, lorsqu'elle se fixe sur un récepteur, fusionner la membrane du virus avec la membrane de la cellule. Eh bien, si l'enveloppe est exprimée par un virus endogène, elle va être exprimée au niveau d'une cellule. Elle va faire fusionner les deux cellules et générer un syncytium.
Okay, c'est la propriété de fusion. On peut observer ce phénomène in vitro dans la boîte de Petri en ajoutant une sacitine ou l'autre dans des cellules et on génère ces espèces de méga sacicia. Et on peut même voir le phénomène en vrai, en cinétique en quelque sorte, si j'arrive à le faire. Je ne trouve pas le... Oui. Voilà. Vous voyez ici une cellule donc, qui exprime une sacitine et qui se met à fusionner avec les cellules voisines pour générer un syncytium multinucléé. Et tout ça se passe en gros en une dizaine d'heures. Le petit film représente une dizaine d'heures. Donc, genèse par fusion des membranes d'un syncytium. Alors, sacitine 1 et sacitine 2, elles sont entrées dans les génomes primates il y a un certain temps. On sait dater précisément leur entrée. La sacitine 2, qui est la plus ancienne, est entrée il y a 45 millions d'années à peu près, puisqu'on la retrouve dans tous les primates qui en descendent et pas dans les prosimiens, par exemple. Et elle est exprimée essentiellement dans le placenta, comme vous le voyez ici. Et en fait, si on regarde de plus près, par immunohistochimie par exemple, elle est exprimée en fait au niveau de ce qu'on appelle les cytotrophoblastes placentaires, ici. Alors, il y a beaucoup de lumière, donc un peu difficile de voir le schéma. Ça, c'est un placenta, donc vous n'êtes peut-être pas très familier. Les villosités ici, en plus gros, en fait, vous voyez, ces villosités baignent dans le sang maternel, apporté par les artères ici maternelles. Et à l'intérieur de ces villosités, donc, circulent des vaisseaux fœtaux qui vont apporter le sang au fœtus. Et l'interface, en fait, est constituée par un syncytium, qui est le syncytotrophoblast, qui est ici en rouge, et qui est sous lequel on trouve en fait des cellules mononucléées qui s'appellent les cytotrophoblastes. Alors, si on fait l'immunohistochimie en coupe, on voit ici que les cytotrophoblastes expriment la syncytine et eux seulement. Le syncytotrophoblast ne l'exprime pas, donc probablement un rôle dans la fusion. Et en fait, pour comprendre complètement le processus, on a recherché quel était le récepteur, donc le partenaire de la syncytine 2. On a fait ça avec Jean Wessenbach, d'ailleurs, avec ses hybrides d'irradiation à l'époque. Et on a trouvé un récepteur qui, lui, alors de manière tout à fait logique, d'une certaine façon, s'exprime au niveau du syncytotrophoblast, donc à l'extérieur, alors que la syncytine s'exprime au niveau des cytos, donc intérieurement. Et donc on est amené à proposer un modèle extrêmement simple qu'on a appelé un modèle d'infusion, dans lequel, en fait, les cytotrophoblastes vont de temps en temps exprimer la syncytine, ça va faire fusionner les cellules et ça va alimenter le syncytotrophoblast en cytoplasme en quelque sorte et donc permettre l'augmentation du volume et de la surface du syncytotrophoblast en fonction de la grossesse. Alors la question qu'on s'est évidemment assez rapidement posée, c'est, bon, ça paraît tellement incroyable qu'un phénomène aussi fondamental puisse être dû à la capture par hasard en quelque sorte d'un rétrovirus, qu'on s'est dit, il faudrait quand même qu'on arrive à essayer de faire une démonstration génétique propre de la question. Et donc on s'est dit, il fallait passer à la souris. Alors si on va regarder la souris, on ne trouve pas les syncytines humaines dans la souris. En fait, bien entendu, c'est une autre branche. Mais par contre, on trouve des gènes un peu particuliers, ici en rouge, qui s'avèrent être en fait des syncytines, qui sont effectivement complètement différentes des autres syncytines, des syncytines humaines, mais qui en ont les mêmes propriétés, en quelque sorte. Ça, c'est la structure des gènes. Vous voyez l'enveloppe, qui est la syncytine, très conservée, alors que tout le reste du provirus d'origine est complètement dégénéré. Elle est physiogène, etc. L'intérêt de cette identification est évidemment qu'on peut faire des souris knockout une fois qu'on a identifié ces gènes. Et là, je vous montre le résultat d'une expérience faite sur un knockout d'une des deux syncytines de la souris, la syncytine A. Les hétérozygotes sont viables, mais lorsqu'on croise deux hétérozygotes entre eux, voilà le résultat. En fait, on observe zéro survivant au niveau des embryons, double chaos. Donc la mutation est létale. Alors elle est létale en fait in hétéro, en fait très tôt, et en fait je ne vais pas entrer dans le détail, mais elle est en fait due à un défaut du placenta qui apparaît non syncytialisé en fait. Les cellules ne forment plus un syncytium. Bon, le temps est en cours, je ne vais pas pouvoir entrer dans le détail. Mais le syncytotrophoblast n'est plus un syncytium et ne peut plus opérer son rôle de transfert. La question évidemment posée, c'est à quel point ce phénomène est général. Si les syncytines sont nécessaires pour la placentation, elles devraient être présentes partout. Et en fait, c'est la réponse, et c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on a trouvé des syncytines dans toutes les branches où on les a cherchées. Et les syncytines ici sont représentées par les triangles violets. Vous voyez qu'on les trouve dans toutes les grandes branches des mammifères euthériens placentaires, et ce jusqu'au marsupial, qui est le dernier qu'on a mis en évidence. Marsupial a un placenta très transitoire, puisque l'embryon n'y reste que quelques jours, avant de sortir pour se développer dans la poche à l'extérieur. Donc, en fait, on arrive à un point finalement simple, à savoir que les syncytines sont présentes dans toutes les branches où on les a cherchées.
Et elles sont toutes différentes, effectivement. À chaque fois, ça correspond à une capture de rétrovirus différent. Et c'est probablement ça qui rend compte en fait, de la diversité incroyable de la structure des placentas et en particulier de la diversité incroyable de l'interface materno-fétale des placentas. Alors, on peut faire un pas en plus, parce que j'imagine que vous devez penser qu'effectivement, la date d'entrée de ces syncytines est quand même tardive par rapport à l'apparition des mammifères placentaires. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est on fait l'hypothèse, en réalité, que l'apparition des mammifères placentaires a été liée à une capture fondatrice, en fait, d'une enveloppe d'un ancien rétrovirus dans un ancêtre des mammifères placentaires, et ensuite, que le système a évolué selon un schéma qui est illustré ici, donc capture primitive, il y a 150 millions d'années. Ensuite, les mammifères ont commencé à radier, et les rétrovirus ont continué à bombarder effectivement les espèces. Et ça a conduit effectivement à générer donc des structures qu'on peut observer aujourd'hui. Voilà. Bon. Donc, simplement, le dernier point, c'est le dernier point que je voulais mentionner. Bon, le dernier point que je voulais mentionner, et qui est assez étonnant au fond, c'est qu'on s'est aperçu aussi que les syncytines, donc, qui ont été sélectionnées au cours d'évolution pour une fonction placentaire, finalement, se trouvent avoir aussi un rôle qu'on a appelé collatéral sur la formation du muscle chez la souris. Et c'est illustré ici, en fait, alors on ne voit pas très bien à gauche, mais on s'est aperçu que le muscle de la souris mâle, de la souris knockout, avait des fibres plus petites et un nombre de noyaux par fibre beaucoup plus petits aussi, qui, en fait, démontraient que les syncytines, en fait, participent au fait que la masse musculaire des souris mâles est plus importante que celle des souris femelles. Mais je n'ai pas trop le temps d'en discuter, c'est un résultat très récent, qui a été publié en fait la semaine dernière, et voilà. Bon, je vais m'arrêter là, donc. Merci beaucoup, et désolé de voir un peu. Oui. Alors, en somme, s'il y a des mammifères placentaires, s'il y a une gestation, phénomène de gestation, reproduction avec gestation, c'est parce que il y a eu cette invasion un jour d'un ancêtre par ces rétrovirus. Oui, très vraisemblablement. Et en fait, cette prédiction est difficile à tester, à vérifier. Un des espoirs que l'on a, c'est qu'en fait, dans le schéma où vous voyez que la syncytine ancestrale a été remplacée dans la plupart des branches par des nouvelles acquisitions, au fur et à mesure que le génome était bombardé par des rétrovirus, ce qu'on espère, c'est qu'en fait, dans certains cas, cette ancestrale va être encore présente quelque part, dans une branche un peu bizarre, dans laquelle elle serait encore présente et qui nous permettrait en fait de l'identifier en tant que telle, en tant qu'ancêtre acquisition ancestrale primitive responsable de la formation du placenta. Et en fait, il y a une chose que je n'ai pas pu développer, en fait, mais qui est extrêmement importante, c'est que les enveloppes rétrovirales, en fait, je vous ai montré qu'elles étaient fusiogènes, c'est leur fonction primaire, c'est ce qui leur permet au virus d'entrer dans une particule et aux cellules de fusionner entre elles, mais elles ont une deuxième fonction qui est un peu méconnue, mais qui est extrêmement importante, sur laquelle on a beaucoup travaillé dans le laboratoire, c'est une fonction d'immunosuppression. En fait, les enveloppes des rétrovirus possèdent une sorte d'arme secrète dans leur structure même. C'est un domaine qui est capable d'inhiber la réponse immune. Et c'est utilisé évidemment par les rétrovirus infectieux pour inhiber la réponse immune de l'autre contre les virus qui entrent dans l'autre. C'est aussi présent dans les syncytines. Et puis c'est important pour la gestation parce qu'il y a une diminution de la réponse immunitaire au niveau du placenta. Absolument, chez les mammifères. Absolument. Et en fait, on pense que le rôle premier de cette infection primitive et fondatrice, en quelque sorte, ça a été une fonction immunosuppressive, parce que le problème, la différence entre un animal qui pond un œuf, qui le laisse à l'extérieur, et un animal qui garde l'embryon dans son corps, c'est qu'il faut que l'embryon, qui a un génotype paternel, à moitié paternel, à moitié maternel, ne soit pas rejeté. Donc il y a absolument besoin d'une inhibition de l'immunité anti-embryon et donc anti-placenta, parce que le placenta a le même génotype que l'embryon.